retour sur le plateau du Focus, place maintenant au jeudi anthropologie. On aura une petite nouvelle formule aujourd'hui puisqu'on va parler d'énergie, notamment de géothermie, mais aussi d'hydrogène qui seraient de nouvelles solutions énergétiques pour la Guadeloupe. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons bien évidemment notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un peu pris. Un peu pris? Beaucoup pris. Et de l'autre côté du plateau, nous avons donc Gérald de Saint-Pierre qui est responsable de AK2. Bonsoir monsieur Saint-Pierre. Bonsoir. Et à ses côtés, nous avons Gérald de Bougré qui est promoteur et inventeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors avant d'en venir à notre thématique sur la géothermie et l'hydrogène, donc ces nouveaux enjeux, si on ne rate pas le coche, ça pourrait être bénéfique pour la Guadeloupe a priori. Totalement. Vous allez nous expliquer ça dans le détail. Mais avant cela, petite parenthèse d'histoire, puisque c'est le jeudi anthropologie. Emmanuel Macron a fait certaines déclarations par rapport au bicentenaire de Napoléon. Napoléon qui est donc un de leurs grands héros, n'est-ce pas? Un de nos grands bourreaux. Est-ce que vous pensez que l'histoire, ces deux histoires qui sont opposées, peuvent cohabiter finalement? C'est-à-dire qu'on est là dans le cadre de ce qu'on peut qualifier l'histoire problématique. L'histoire problématique, c'est que la nation a des idéaux, et ces idéaux ne cadrent pas, il faut se le dire franchement, avec le personnage de Napoléon Bonaparte. Déjà parce qu'il y a le problème du contentieux par rapport à l'histoire et le rétablissement de l'esclavage. On pourra dire deux choses. Le fait qu'il ait eu cette sensibilité sur le non-dédommagement des colons de 1794 et la création de la Banque de France, donc il fallait alimenter les caisses et donc refaire partir l'ancienne économie parce qu'il y avait un manque de projet, de perspective. Donc le plus simple, c'était de recycler le passé. Voilà, par la force, avec tout ce que ça a entraîné par la suite. Mais je pense que le caractère relativement indécent de la démarche, il faut aussi, au-delà de notre histoire, qui est déjà un premier nœud, comprendre qu'il y a un deuxième nœud de l'histoire. Et il faut savoir que lorsque Hitler a envahi Paris et que l'armée allemande s'est déployée donc à l'entrée de Paris pour permettre donc cette entrée triomphale d'Hitler, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a été se recueillir sur le tombeau de Napoléon Bonaparte. D'accord? Il y a eu tellement de déplacements de généraux allemands sur la tombe de Napoléon qu'ils ont dû refaire le sol parce qu'il y avait de la boue, ça commençait à devenir glissant. Donc c'est pour vous dire que s'il a fallu faire un parquet pour faciliter l'accès à la tombe de Napoléon Bonaparte, venant d'Hitler, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas condamner d'un côté et essayer de valider de l'autre. Et Hitler a été très clair sur le fait que pour lui, Napoléon était l'un de ses mentors le plus important. D'où le fait, et il faut bien comprendre la chose, en pénétrant dans Paris, la première chose qu'il a fait, c'est aller se recueillir sur le tombeau de Napoléon Bonaparte. Comment peut-on, lorsque l'on sait ça, venir nous sortir la théorie du mouton à 5 pattes? On a des idéaux, on n'en a pas. Eh bien, si on en a, il faut être à la hauteur de ces idéaux. Et apprendre à repasser, à tout simplement regarder son passé en face, c'est pas ruser avec le passé. À un moment, il faut être clair. Donc il n'est pas question d'effacer l'histoire. C'est-à-dire que monsieur Macron dit qu'il faut pouvoir regarder le passé en face. D'accord? Mais ça revient au problème des statues. Les statues d'Hitler ne sont pas à la vue du public. C'est caché au Sénat dans un sous-sol. Donc ça montre bien qu'une statue a quand même un caractère générateur d'émotions et de sentiments, et que vis-à-vis de ce personnage-là en particulier, les émotions suscitées ne sont pas positives. Donc on le cache. Vous voyez? Mais de l'autre côté, Colbert, on l'expose alors que, je dirais, c'est du même acabit qu'Hitler. D'ailleurs, on peut même parler d'un pré-Hitler dans le comportement et le code noir, donc tel que nous lisons les premiers articles. Donc qui fait que il y a quelque chose qui ne grandit pas. Alors c'est vrai qu'au-delà de cela, peut-on trouver un héros qui soit conforme aux intérêts et aux idéaux des droits de l'homme? C'est un petit peu compliqué.
Mais la chose, c'est qu'il faut bien qu'on y aille. On ne peut pas décider de ratifier la Déclaration des droits de l'homme et lui faire des bras d'honneur chaque fois que l'occasion se fait sentir. À un moment, il faut être un petit peu sérieux, parce que ça disloque le consensus national, et je dis qu'il y a un caractère indécent. C'est fondamentalement indécent. Et ça, il faut le comprendre à un moment. Merci, professeur. On en vient donc à la thématique du jour. On va parler énergie. Totalement. Alors, en fait, pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est important de bien comprendre. Dans l'histoire, l'Afrique, le continent africain, a une position très particulière, parce que c'est quand même le continent qui a généré le plus grand nombre de civilisations. Et la notion du vivre ensemble passe par aussi le fait de pouvoir non seulement inventorier les énergies possibles. Alors c'est vrai que nos ancêtres ont été particulièrement friands des énergies naturelles, c'est-à-dire notamment l'eau, le vent et compagnie. Mais c'est vrai que ces mêmes enjeux sont, je dirais, à réanalyser à la lueur non seulement des progrès technologiques, mais de ceux que nous savons aujourd'hui. Les civilisations modernes ont été particulièrement prédatrices vis-à-vis de l'environnement, de la biodiversité et aussi des relations entre les hommes. Parce que prenez par exemple le nombre de conflits que suscite la construction par exemple de barrages hydroélectriques. Prenons le cas par exemple au niveau de l'Afrique entre l'Éthiopie et l'Égypte. Donc l'Égypte a son électricité, mais sauf que le fleuve, il commence bien avant. Donc si c'est ce procédé-là qui permet d'avoir de l'énergie, ben, tout le monde saute, et le résultat, c'est qu'il y a conflit. Est-ce qu'il serait possible, et c'est ça le grand enjeu de la pensée africaine, d'avoir une énergie qui ne soit pas polluante, qui ne soit pas dévastatrice dans sa façon, je dirais, de dialoguer avec l'environnement et la biodiversité, qui ne génère pas de conflit, donc c'est-à-dire disponible pour tous, et qui permette tout simplement, à travers une expertise relativement moderne et pragmatique, d'inclure un projet dynamique qui ne soit pas basé sur une propriété captive de quelques-uns, pour ne pas dire toujours les mêmes, mais qu'on puisse quand même fédérer toutes les bonnes volontés. C'est-à-dire, on a le soleil déjà. On a le soleil, mais la chose, c'est que la géothermie, en termes de production de mégawatts, c'est ce qu'il y a de plus puissant que l'éolien, que même les centrales hydroélectriques, tout cela. On a véritablement quelque chose d'extraordinaire. Bon. Maintenant, la démarche, je dirais, de prise de conscience, c'est aussi une démarche de paradigme. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est très significatif chez nous. On entend beaucoup parler des problèmes, mais quand il s'agit d'aborder les solutions, il y a toujours les mêmes pontifs. Soit beaucoup deviennent muets, soit il y a des problèmes d'argent, soit il y a des problèmes de technicité qu'on n'aurait pas, soit sur le plan des compétences, soit sur le plan des moyens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même dire les choses de façon simple. Le monde dans lequel nous allons est un monde participatif où l'homme, l'humain, quand il décide, il dispose de tous les moyens. Il y a des cadres aujourd'hui qui permettent d'aboutir à de tels objectifs sans particulièrement d'excitation. C'est juste basé sur une chose, un niveau d'état de conscience collectif. C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent que l'histoire, c'est un baromètre qui permet d'envisager le présent dans de nouvelles perspectives pour que le futur ne soit pas condamné, qu'il y ait la notion de bien-être dans les choix faits aujourd'hui au niveau du futur. Lorsqu'on entend nos frères et sœurs parler, la communauté, le peuple du pays parler de la Guadeloupe, on a l'impression d'être soit face à un mur des lamentations, soit face à des difficultés insurmontables. Donc, c'est-à-dire que toutes les montagnes que nous avons au niveau donc de la Basse-Terre sont bizarrement devenues beaucoup plus hautes à gravir que ce qu'on voit. Je pense qu'il faut revenir à la réalité. D'accord ? La réalité, c'est que les choses passent par une expertise et par le fait de comprendre qu'il serait peut-être temps que ceux qui ont de vraies ambitions comprennent les nouveaux enjeux. Il ne s'agit pas de recycler le passé, mais tout simplement d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est vrai que, pour avoir déjà abordé cette réalité sur le terrain, je tiens quand même à dire que la géothermie offre des possibilités aujourd'hui
qui sont ouvertes à tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la prédation dans petit nombre, mais avec véritablement un élargissement et des perspectives qui permettraient, au-delà de l'acquisition collective de compétences, de pouvoir maîtriser un secteur technologique qui nous permettrait d'être opérationnel, pas seulement ici, mais sous d'autres latitudes où ces réalités se posent, de manière à faire en sorte que les conflits entre nations pour la production de l'énergie cessent et qu'on puisse avoir des solutions qui ramènent l'humanité vers un minimum de passivité et de bonne entente commune. Vous voyez, donc c'est surtout ça. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité venir donc avec, je dirais, des personnes de chez nous, avec lesquelles on a lancé la discussion, puisque c'est vrai que hier on a eu l'occasion de faire un grand débat. Donc ouvrir le débat de manière à montrer qu'effectivement de nouvelles perspectives sont possibles. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment inviter M. Bourg, enfin les deux Gérald, donc de manière à faire en sorte qu'on puisse expliquer d'une façon pédagogique qu'il y a des perspectives et qu'il n'y a pas de condamnation du Guadeloupéen dans le désir de se réaliser chez lui. Alors, il faut juste penser différemment les choses. Dites-nous tout, messieurs. Déjà pour cette affaire de géothermie. Je vais laisser la parole déjà à Monsieur Bougré qui va vraiment annoncer son titre, puisque dans cette jonction, il y a cette notion assez souvent de compétence. Et actuellement, on a quelqu'un qui est normalement plus que breveté, plus qu'en acquisition de compétences et qui est à même de nous laisser. On a un justement, inventeur quand même. Voilà, un savoir-faire. Eh oui. C'est pas, et pas depuis hier. Alors, je vais commencer déjà par me présenter très succinctement pendant 3 minutes, même si pour certains ça va être de la répétition. Je suis originaire de Petit-Canal, j'ai fait toutes mes études, une partie en Petit-Canal, et surtout j'ai terminé par l'école normale de Guadeloupe, avec notamment un de mes potes de promotion qui s'appelle Victor Jean-Noël. Okay. Après l'école normale, je fais mon service militaire, et après mon service militaire, c'était dans les années fin des années 70, les grandes multinationales cherchaient des personnes qui avaient un certain niveau intellectuel pour pouvoir les former au métier de ce qui allait devenir l'informatique. Okay. Et les multinationales en question faisaient passer des tests particuliers, psychotechniques, un peu plus que psychotechniques, pour détecter dans leur capacité intellectuelle comment ils allaient pouvoir les aiguiller dans les différents métiers qui allaient survenir dans le futur par rapport à l'informatique, comme analyse programmeur, ingénieur système, ingénieur réseau, etc. Et lorsque France Télécom m'a fait faire ces tests-là, ils ont détecté que j'avais des aptitudes pour maîtriser un langage, celui du binaire, très proche du binaire, qu'on appelle, pour les puristes, l'assembleur, et notamment l'assembleur GMAP, Général Macro Assembleur Programme. Et ils étaient dans la dynamique où ils allaient déployer le Minitel de manière très large. Et pour ce faire, ils comptaient sur un sommet, qui s'appelle le sommet de Versailles, où devait y avoir Mitterrand et Carter, enfin le président Mitterrand et Jimmy Carter, pour justement parler d'un certain nombre de problématiques internationales. Et France Télécom devait fournir un maximum de Minitel pour faire en sorte que justement la dynamique des journalistes qui allaient être présents puisse intégrer cette dimension du Minitel et faire en sorte que... Donc ils m'ont tout de suite fait faire une formation accélérée, ils m'ont envoyé tout de suite aux États-Unis, au Dartmouth College, dans le New Hampshire. Et au Dartmouth College, j'ai donc fait toutes les modifications qu'il fallait en langage machine pour faire en sorte que, justement, les Minitel qui allaient être connectés sur les ordinateurs de ces Américains qu'avait France Télécom avait acheté, puissent fonctionner dans les meilleures conditions possibles, à l'occasion, bien évidemment, de ce sommet, mais ensuite, pour tout le déploiement qui allait y avoir lieu au niveau du Minitel. J'ai passé 1 an aux États-Unis, j'y ai passé un Master in Business Administration, et je suis donc revenu à l'aube de ce sommet, okay, qui s'est tellement bien passé que, comment dirais-je, l'État français m'avait déjà réquisitionné pour cette période où Monsieur le Président Mitterrand devait intervenir avec Jimmy Carter. Et tout de suite après, on m'a nommé directeur général du centre informatique. J'avais 26 ans et j'étais patron d'une centaine de personnes qui étaient des analystes programmeurs, des programmeurs et tout ce qu'on peut connaître comme métier à l'époque de l'informatique. Et tout de suite après avoir été patron de ce centre informatique, j'ai été repéré et détecté par le commissariat à l'énergie atomique, par un polytechnicien qui s'appelle Alain Vidard, un centralien qui s'appelle Jean-François Simoneau, et un ingénieur des mines qui s'appelle Jean-Marie Dubois. Et les trois sont venus me voir pour me demander de voir dans quelle mesure j'étais d'accord pour monter ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up, de manière à une société donc, qui allait donner des prestations de services, des prestations de services pour toute la finance, les banques, l'industrie à Paris, à Lyon, à Marseille.
hein, et j'ai relevé le défi. Alors je dirais aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, lorsque j'ai accepté ce défi, ils m'ont dit, Monsieur Bougré, si d'ici 3 mois vous n'avez pas l'équivalent de votre salaire, on vous vire ad nutum. Ad nutum, ça veut dire ils font un conseil d'administration illico presto et vous virent direct. J'ai relevé le défi en leur disant que dans les 3 à 4 ans qui allaient venir, j'allais retourner en Guadeloupe pour faire en sorte que je puisse faire profiter à la Guadeloupe des compétences que j'avais acquises de très haut niveau de système des techniques de l'information et en faire profiter la Guadeloupe au travers des secteurs clés comme j'avais déjà intuité, l'eau et l'électricité. Et pendant que je faisais, je démarrais cette start-up, je la faisais tourner, j'ai fait 2 ans de cours du soir à l'IAE, l'Institut d'administration d'entreprise de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Okay, 3 ans sont passés, la boîte a très bien fonctionné, j'ai rendu mes actions comme c'était prévu, et à la fin des années 90, début des années 2000, j'avais de l'argent, donc je pouvais faire un certain nombre de choses, et j'ai lancé ce que moi j'appelle aujourd'hui une recherche-développement appliquée dans le domaine de l'eau et de l'énergie, à savoir comment les technologies d'information que je maîtrise de très haut niveau pouvaient servir la gestion, la distribution de l'eau, et la même chose dans l'électricité. Il se trouve que déjà à cette époque-là, la problématique eau était particulièrement pas évidente. Je travaillais notamment avec une fille qui s'appelait Katie Bastaro à l'époque, et qui pourra témoigner, d'ailleurs, s'il le faut. Et finalement, j'ai focusé sur l'électricité, parce que j'avais intuité que ça allait être très probablement un secteur encore plus, ou sinon aussi important que l'eau, mais la santé, mais encore plus. Du coup, depuis les débuts des années 2000, parce que beaucoup disent que je ne suis pas là, mais j'étais là depuis le début des années 2000, je faisais des allers-retours pour mettre en place et faire en sorte que cette recherche-développement appliquée puisse profiter tout de suite à nos différents compatriotes, notamment ceux qui étaient aux affaires dans les communes, tout particulièrement. On a commencé par l'éclairage public, parce que quand j'ai fait mon analyse de l'éclairage public, il semblait être un domaine assez coûteux pour une commune. Jusqu'au jour aujourd'hui, c'est le cas, l'un des budgets les plus conséquents dans une commune, c'est l'éclairage public. Et je leur faisais des notes. J'ai rencontré, bien évidemment, je leur faisais des notes complémentaires au travail que je faisais avec les acteurs majeurs, les principaux étant EDF de l'époque, qui n'était pas encore EDF ECI, et Norélec Guadeloupe, qui est devenu ensuite Eiffage Antilles-Guyane, qui est dirigé par l'ingénieur UNSAM qui s'appelle Alain Domain, qui a eu la particularité de d'avoir remporté par marché la maintenance de géothermie bouillante pendant des années. Donc il connaît très bien la géothermie bouillante en particulier. Et Alain Domain m'a fait rencontrer dans la foulée, puisqu'on a sympathisé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un ami, et un autre qui s'appelle Louis-Marie Rochard, ingénieur de la marine marchande, qui lui avait fait fonctionner géothermie bouillante de 1996 à 2002 avec 98% de disponibilité. Voilà. Et donc, j'ai fait tout ce parcours, instruit les différents chefs d'édilité des problématiques qu'il y avait au niveau de l'éclairage public. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais au passage, je peux vous dire que les Guadeloupéens ont perdu des millions et des millions et des millions, voire des milliards d'euros par rapport à l'éclairage public, juste pour un seul truc, parce que dans la manière d'établir un contrat, il fallait, lorsqu'on est collectivité, pour bénéficier des tarifs préférentiels, mettre un code qu'on appelle le code 071. Malheureusement, ce n'était pas fait. Et du coup, lorsque vous preniez un contrat sur n'importe quelle base, vous vous retrouviez à payer ce que vous ne devez pas payer pour la raison plein pot. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, sur cette partie éclairage public, je faisais des notes qui s'appelaient à l'époque une Guadeloupe d'avance, déjà. Okay. J'analysais, avec toutes les données que me donnait EDF, le réseau électrique de Guadeloupe, qui a la particularité d'être dit au niveau du GRD, donc gestionnaire de réseau qu'EDF, une zone non interconnectée par la Guadeloupe, réseau non interconnecté. Et du coup, énormément de problèmes surviennent lorsqu'on gère ce type de réseau électrique par ailleurs. Okay. Et dans ce réseau, dans l'apprentissage du mix électrique guadeloupéen pendant toutes ces années, avec toutes les données que donnait EDF, etc., je faisais des allers-retours réguliers avec notamment EDF à la Défense, il est arrivé que j'ai inventé un système qu'on appelle une hydrolienne, qui s'appelle un SMIP, station marine de production d'énergie par ailleurs, avec une barge avec une turbine en dessous qui pouvait produire l'électricité et autres. Ça m'a permis j'ai fait ça avec l'UAG, Jean-François d'Orville et puis Rudy Calife et l'école des mines de Nancy. J'ai remporté des prix d'entreprise avec ça, et puis dans d'autres domaines encore, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu apprendre les tenants et les aboutissants du fonctionnement du réseau électrique dans une zone non interconnectée. Et on va sortir tout de suite parler d'une problématique qui est assez importante, qui est celle des énergies renouvelables en général. On a du vent,
on a du soleil, etc. Sauf que EDF, dans sa manière de gérer le réseau électrique, il y a une équation qui est toute simple. Il faut qu'en permanence, la fréquence, la tension, tous les éléments techniques soient stables et qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. S'il y a un déséquilibre, c'est des problèmes, c'est blackout, c'est toutes sortes de choses qu'on peut arriver. Et les seules énergies renouvelables, peut-être un petit peu avec la biomasse par ailleurs, qui permettent de tenir cela sans problème, c'est la géothermie, la chaleur qui vient du sous-sol, et l'hydroélectricité. Les barrages et tout le reste, ça existe depuis... Et l'éolien offshore, non? Non. L'éolien, c'est autre chose. Il faut que vous compreniez que l'éolien et le solaire photovoltaïque, du fait qu'il y a des... Si vous avez des moments où vous n'avez pas de vent, vous avez des moments où vous n'avez pas de soleil, etc., même si, aujourd'hui, on arrive avec des algorithmes qui vont bien avec ce qu'on appelle le concept de smart grid, le couplage de l'informatique de haut niveau avec l'électronique de puissance du réseau électrique, on n'arrive toujours pas à obtenir les mêmes performance en cas de problème que les turbines à combustion et des moteurs diesel. Okay. Donc géothermie et hydroélectricité. Alors géothermie, donc je suis arrivé juste au bon moment puisque en 2007-2008, la société qui gérait le BRGM donc a eu un problème. EDF est sorti dans le capital et le BRGM a décidé de virer la petite équipe qui la faisait fonctionner, comme je vous l'ai dit, de 1996 à 2002. Et malheureusement, à ce moment-là, tout un certain nombre de problèmes sont apparus, dysfonctionnements de tout type. En 2007-2008, je suis en train de faire le tour donc, de ces connaissances dont je vous parle, la recherche de développement appliqué sur ça, et on rencontre donc ces problèmes avec géothermie bouillante. Du coup, Alain Domain et Louis-Marie Rochat, dont je vais parler tout à l'heure, dit bon, on va monter un projet pour acheter géothermie bouillante, puisque nous, on sait la faire fonctionner par ailleurs. Et je rappelle que pour géothermie bouillante, les premiers forages d'exploration, nos parents et nos grands-parents l'ont financé, puisque ça a démarré en 1962. D'accord. La phase expérimentale, depuis 1962, et il y a un document de l'ADEME qui est disponible, où ils expliquent tous les tenants et les aboutissants du point de démarrage de 1962 jusqu'à encore le moment où les Israélo-Américains ont racheté géothermie bouillante pour faire en sorte que... Et du coup, on a monté ce projet, et ça c'est très important que vous le sachiez, on a monté ce projet, et au moment où M. Johannes Hahn, le commissaire européen RUP de l'époque, comme ils avaient financé géothermie bouillante, se posait aussi des questions, il était au passage en Guadeloupe pour se dire comment résoudre le problème. Et M. Jean-Claude Malo, d'époque maire, nous fait rencontrer cette personne, on valide un certain nombre de choses avec lui, on envoie un certain nombre de dossiers à Bruxelles, et lui nous dit, voilà, dès que je reviens à Bruxelles, je vous fais venir, et on voit comment on peut entériner le fait de pouvoir que vous puissiez racheter géothermie bouillante. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau des conseils municipaux de Bouillante, pour lesquels j'ai la trace de tous ces conseils municipaux, okay. Et... on a fait tout ça, et le 15 février 2012, on est trouvé devant le commissaire européen RUP à Bruxelles, avec un de mes associés qui s'appelle Régis Pradel, avec le commissaire européen RUP qui s'appelle Johannes Hahn, avec Patrice Bayeux, chargé de mission, directeur de cabinet, et un directeur de recherche de la Commission européenne, Olivier Brunet. Il nous donne quitus pour racheter géothermie bouillante, avoir étudié nos dossiers et les réponses qu'on leur a apportées par quelques questions qu'elles se posaient. Et ils nous disent... accord de principe, sauf que c'est la région Guadeloupe qui instruit les dossiers au sens fonds européen du terme. On leur envoie un mail, ils vont ensuite vous recevoir et faire en sorte que, bien évidemment, je vous laisse imaginer, il n'y a pas eu lieu, Vanessa Vec, André Bon... On sait que c'est pas vous les acheteurs, donc il s'est passé quelque chose. Hein, il s'est passé quelque chose, et du coup, donc moi j'appelle, on revient avec Jean-Claude Malo, j'amène Malo à la Fédération des EPL de France, puisqu'à l'époque, en 2007-2008, le marché de la concurrence venait d'être ouvert au niveau de l'électricité, énormément de collectivités se trouvaient en porte-à-faux, parce que, comme on a ouvert la concurrence, EDF se trouvait en position de monopole par rapport à eux, donc ils se sont restructurés, notamment en créant des SEM Énergie, ce que nous, on avait prévu de monter avec la ville de Bouillante par ailleurs. À ce propos, il y a un France Entier du 2 juillet 2012, dans lequel tout est expliqué à ce niveau-là. Et du coup, donc, on va à la Fédération des EPL pour voir comment on peut donc créer une société d'économie mixte, comment ça se passe, sous quelle base, dans quelles conditions, pour que Malo s'en imprègne, et ainsi de suite. On vient... Il veut absolument rencontrer Lurel, qui est en train d'être nommé ministre. Je lui ai dit, Jean-Claude, il va se passer un truc. Il vaut mieux qu'on se fixe sur ce qu'on a dit d'ailleurs avant de partir. Il m'a dit, non, il faut absolument que je vois. Je lui ai dit, OK, vous vous débrouillez. Moi, j'avance de mon côté. Finalement, le temps passe. Le gouvernement continue de dire qu'il va revendre. J'appelle Paul Angevin, à l'époque, qui était ministre de l'Outre-mer, qui me dit, Monsieur Bougré, j'ai entendu parler de vous. Voyez avec ma conseillère technique, polytechnicienne de formation, Amélie Renaud, et elle va faire ce qu'il faut. Je rencontre Amélie Renaud, avec, encore une fois, nos experts. Amélie Renaud nous dit, il n'y a pas de problème, le dossier est nickel chrome et tout, sauf, M. Bougré, qu'il faut que la représentation locale
elle soit présente, où elle nous informe qu'elle est bien dans la dynamique. Parce que vous connaissez vos compatriotes. Si on ne fait rien, on va continuer de perdre de l'argent avec Géothermie Bouillante. Si on fait avec vous, sans qu'ils soient informés ou sans qu'ils soient dans la dynamique, ils vont dire qu'on a pris leur place, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, etc. Et bien évidemment, elle m'a dit, Monsieur Bougré, je vous donne 1 mois, 3 semaines, 1 mois, pour faire en sorte que Francis Gibrien, France Télévisions, était à la sortie du ministère des Hommes. Il a fait un reportage là-dessus. On a bien expliqué, en dehors du fait qu'il fallait que les élus que je connaissais, je viens de vous parler, se manifestent. Et évidemment, ils ne se sont pas manifestés. Quelques temps après, Amélie Renaud me rappelle, me dit, avec un sourire en coin, Monsieur Bougré, on vous l'avait dit. Ils n'ont pas répondu. On vend Ormat Technologies. Et c'est comme ça que Géothermie Bouillante est tombé dans les mains d'Ormat Technologies. Des Américains. Sans appel d'offres, israélo-américains. Sans appel d'offres, sans rien du tout. C'est légal, ça? Non, c'est pas légal. Sur un projet comme ça, on y... c'est comme ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la société Ormat Technologies a réalisé en 2017, écoutez bien, 6,4 millions de bénéfices nets. 6,4 millions pour une société qui ne rapportait rien, soi-disant. Soi-disant, c'est faux. Qui rapportait rien à l'époque. C'est faux. Ça a fait 6 millions, C'est vrai que... Et dernier élément important, c'est que, pour des raisons que j'ignore, le Conseil régional de Guadeloupe a passé une exonération d'octroi de mer de 611 113 euros à la même société. Gros point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi. Donc ils font du bénéfice et en plus de ça, ils ont droit à des petits cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, la chose qui est importante, c'est que, je dirais, c'est pas un scoop, il y a beaucoup de coachs comme ça qu'on a raté. C'est-à-dire qu'on a raté beaucoup de rendez-vous. Là, on prend l'exemple de la production énergétique, mais on pourrait prendre d'autres exemples, puisque c'est vrai que quand on fait des études, on rentre, on s'intéresse à son domaine, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là-dessus, ce que je dis, c'est que on a le défi de l'avenir. Alors, le défi de l'avenir, il est de 2 ordres. Il faut des compétences pour relever ces nouveaux défis, parce que les défis de l'avenir sont pour beaucoup technologiques et énergétiques. Est-ce que, je dirais, on dispose de ces compétences-là pour pouvoir anticiper? C'est ça l'enjeu? Manifestement, oui. Bon, deuxièmement, à l'époque où moi j'avais 15 ans en Guadeloupe, la dépense énergétique journalière n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans une période de transition. Parce qu'il y a les véhicules hybrides, donc il y a des charges énergétiques qu'il va falloir prévoir, puisque quand on a fait Pointe-à-Pitre, on a eu à Bastia, il faut tout simplement brancher le véhicule pour pouvoir réalimenter la batterie, recharger. Et il y a tous ces nouveaux appareillages qui arrivent, les téléphones portables, tous ces ordinateurs portables, toutes ces choses-là qui sont quand même carnivores en termes d'énergie. Est-ce qu'on peut se permettre, sincèrement, de conserver une démarche au fioul quand on sait que ça coûte, alors qu'on a la possibilité de faire autrement, mais un autrement participatif? Moi, avant de pouvoir vraiment rentrer dans le fond technique de tout cela, j'ai amené un document qui concerne justement Bouillante, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que la géothermie. Parce que c'est vrai que... Oui, t'interromps 2 minutes. Juste un petit aparté, parce que ça, c'est extrêmement important. Vite fait. Allez-y, monsieur Bourg. J'ai oublié. Le coût de revient, le prix de revient, c'est extrêmement important. J'espère que les Guadeloupéens vont bien entendre. Allez-y sur les coûts parce que c'est très important. Oui. Le prix de revient de l'électricité en France, tenu par le nucléaire, c'est écrit dans un rapport de l'Inspection Générale des Finances 2017 M015. Okay. Le prix de revient du mégawattheure grâce au nucléaire en France est de 55 €, grosso modo. C'est écrit dans le truc. Et le prix de revient de l'électricité produite en Guadeloupe, enfin dans les zones non interconnectées, tous les premiers français non interconnectés, est de l'ordre de 250, voire plus. Okay. Il se trouve qu'à une époque, la France, le gouvernement avait décidé à une époque de mettre en place un processus, un dispositif qu'on appelle la péréquation tarifaire au travers d'un fonds qu'on appelle la CSPE, la contribution sociale pour l'électricité, que tout le monde paye pour faire en sorte que tout le monde en France, malgré ce différentiel de prix de revient, paye le même prix du kilowattheure et du mégawattheure. En 2017, alors j'avais déjà prévenu nos chefs de dignité de l'époque qu'il y a cet élément-là qui va devenir problématique un jour ou l'autre.
en 2017, lorsque Manu est arrivé, enfin le président de la République française, ce que j'écris et ils me répondent. En Guadeloupe, non, mais lui, il me répond. Lui, il est prophète dans son pays. Mais pour les informer de mes travaux, dont vous connaissez une petite partie aujourd'hui. Et du coup, en 2017, quand il est arrivé, il a fait ce qu'on appelle une revue des dépenses. Et avec une spécificité aussi sur la péréquation tarifaire. Et un extrait de cette étude dit les choses suivantes. Juste rien. La péréquation tarifaire est déficitaire, génère des surcoûts, ces surcoûts sont explosifs, et de plus, ils vont grever le budget de l'État. Moi, lorsque les politiciens commencent à dire ce genre de choses, de deux choses l'une, à un moment ou à un autre, soit ils vont faire sauter le dispositif en question, soit ils vont le modifier dans le mauvais sens du terme. Et donc, je dis qu'il y a ce risque-là, et que si on ne fait rien, ça veut dire que du jour au lendemain, on pourrait se retrouver avec une suppression de la péréquation tarifaire, comme un parti politique peut arriver là-bas et puis dire, écoutez, les zones non interconnectées, là, ils veulent l'indépendance, l'autonomie, ils nous embêtent, machin, tout ça. On va déjà leur apprendre combien ça coûte certaines choses. Et donc, on a la péréquation tarifaire. Du coup, on se retrouverait avec un montant des factures d'électricité multiplié par 5. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas, puisqu'on a des taxes et des frais qui sont pas bien spécifiés sur les factures, qui sont énormes. Je parle bien des kilowattheures. Après, les taxes qui sont taxes départementales, régionales, etc., c'est encore autre chose. Mais déjà sur cette base-là, il y a déjà ce problème-là. Et donc, ça veut dire que si on ne fait rien, si on n'anticipe pas, eh ben, on court ce risque-là. Et l'un des moyens d'arriver à éviter ça, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on s'approprie le plus vite possible notre capacité de production en énergie, autant que faire se peut, avec les énergies qui le permettent. Donc la géothermie, la géothermie déjà, totalement. Et sans doute des stations de transfert d'énergie par pompage. Vous allez regarder l'île d'El Hierro. Station de transfert d'énergie par pompage. Il va falloir être un peu plus précis parce que... Mais justement, parce que c'est vrai que c'est un domaine un peu technique. J'ai amené un document, ce serait bien que les spectateurs puissent le voir. Et comme ça, on va pouvoir véritablement rentrer dans certains détails après que tout le monde ait compris de quoi il s'agit. Voilà, si on peut montrer le premier document. Une centrale géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. De l'eau de pluie et de mer s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre. Au contact des roches chaudes, l'eau se réchauffe et forme un réservoir dont la température est comprise entre 150 et 300 degrés. L'eau est pompée par des puits pouvant aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pendant sa remontée, l'eau perd de sa pression et se transforme peu à peu en vapeur. Le mélange eau-vapeur qui sort du puits passe ensuite dans un séparateur pour séparer l'eau et la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine. Cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Des transformateurs élèvent la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. À la sortie de la turbine, la vapeur passe dans un condenseur dans lequel elle se transforme en eau. Cette eau est ensuite rejetée dans le milieu naturel. Régulièrement, des opérations de maintenance sont réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. L'électricité d'origine géothermique n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité. Donc voilà comment fonctionne la géothermie, professeur. Voilà, alors c'est vrai qu'on était en train de regarder les messages. Exactement. Et pour certains, c'était de la science-fiction. Mais ils ne voient pas possible le rachat ou la récupération de cette fameuse centrale géothermique de Bouillante. Voilà, c'est là que c'est possible. C'est là où justement, je dirais beaucoup vont être surpris. Donc si certains sont debout, c'est le moment de s'asseoir sur sa chaise pour ne pas tomber. Attendez. Parce que véritablement, non mais c'est important, véritablement il faut comprendre que la dynamique elle est nouvelle. Il y a une dynamique nouvelle
qui s'est créé d'une façon générale au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau d'un certain nombre de pays, l'Islande et autres. Et c'est vrai qu'on voit une participation des individus dans le projet collectif de production d'énergie, et bien au-delà, y compris sur d'autres domaines. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voudrais que Gérald puisse intervenir, voilà. Parce que c'est important de comprendre que c'est totalement à notre portée. C'est comme prendre sa clé, ouvrir la porte de chez soi et fermer la porte quand on est parti. C'est du même acabit. Gérald. Malheureusement. Malheureusement, bien heureusement, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai lancé le petit son négatif pour bien faire entendre à beaucoup de gens qui restent dans cette impossibilité d'action que la loi de transition énergétique qui a été votée pour la croissance verte nous permet en fait de rentrer dans une dynamique assez citoyenne et même dans une dynamique de responsabilité énergétique, de responsabilité aussi de ce qu'on appelle croissance, d'où le terme croissance verte, qui va lier justement l'économie sociale et solidaire à travers en fait ce qu'on appelle un cursus de financement potentiel pour les territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement nous sommes sur le schéma régional de développement, d'innovation et d'internationalisation. Donc, depuis 2014, a été mis en place ce qu'on appelle le PCT, donc le plan de conversion et de transformation, qui a été voté en 2019. Donc, réellement, pour l'égalité réelle des Outre-mer, on est reconnu comme étant citoyen français depuis 2019. Donc, intéressant. C'est bon à savoir. Qui dit cette reconnaissance dit aussi la possibilité de gestion des fonds, de gestion aussi des valeurs, des produits qui sont sur notre territoire. Et lorsqu'on parle d'énergie, pour pouvoir bien comprendre l'ampleur en fait de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment des outils coopératifs, participatifs, ce qu'on appelle des scopes, mais aussi des outils coopératifs d'intérêt collectif. On parle bien d'intérêt collectif, qui a été mis en place par actuellement la Chambre de l'économie sociale et solidaire, qui est une chambre ministérielle, donc qui ouvre de plein droit vraiment un financement au territoire vers justement leur développement et la croissance verte jusqu'en 2030. Donc il y a des moyens d'avoir des fonds, mais concrètement, est-ce que vous pensez que les Américains céderont ce gâteau qui ne fait que grossir chaque année? Donc, c'est pour ça que nous sommes présents. Actuellement, on demande ce qu'on appelle une participation territoriale. Participation territoriale. Donc, il y a M. Bougré qui a présenté un aspect tout à l'heure là de la manière qu'il a voulu présenter les choses en disant bien qu'il venait pour un rachat en tant que Guadeloupéen sur son territoire et qu'il a été bloqué par ce qu'on appelle la manne politique qui ne voyait pas en fait vraiment l'utilité à l'époque ou encore... Je ne sais pas si c'est un manque de vision ou... Bon. Je ne peux pas prononcer. C'est des choses qui traînent, disons bref, des valises. Voilà, on va dire bref. On va dire bref. Mais en gros, parce que c'est un bijou quand même. On a perdu un bijou qui était complètement sous-exploité. C'est-à-dire qu'on l'a pas perdu. On l'a pas perdu. Étant donné qu'il y a de nouvelles modalités qui permettent justement de rentrer dans la danse. Étant donné qu'il est sur notre sol, il appartient encore à la Guadeloupe. Donc, la ressource est guadeloupéenne. La ressource est guadeloupéenne. Maintenant, de chez nous. Et maintenant, c'est aux acteurs de reprendre possession de ce qui leur appartient. Donc, c'est d'ouvrir cette dynamique, soit sous forme coopérative d'intérêt collectif, qui permet d'engranger, même à 1 euro symbolique, l'acquisition en quote-part de ce bien qui n'est pas encore complètement... Donc vous dites aux Guadeloupéens ce soir, concrètement, qu'ils pourront se mettre ensemble éventuellement pour racheter vraiment la géothermie bouillante. Pas que. C'est actuellement demandé. Je vais le laisser se prononcer. D'accord. Alors, je vais compléter ce que dit Gérald Saint-Pierre, ce que dit Omotunde tout à l'heure. Pour aller en dehors de la France et de l'Europe, au niveau de l'ONU. L'ONU a sorti depuis 87 le développement durable avec tout un certain nombre de manifestations, Rio et puis Kyoto, etc., pour marquer leurs avancées dans tous les objectifs de développement durable pour permettre aux humains sur Terre de fonctionner mieux. Le 17, il y a l'eau, il y a l'électricité, le travail des femmes, il y a la formation, l'éducation, etc. Et dans le volet plus spécifiquement électricité-énergie, parce qu'eux, ils partent du principe que pour que l'humanité se
arrive à s'en sortir, il faudra qu'il puisse avoir de l'eau en quantité et en qualité, l'électricité la moins chère possible et en qualité intéressante et autres. Et il savait bien que pour qu'on arrive à ces résultats-là, il fallait mettre en place des mécanismes financiers spécifiques pour permettre de faire en sorte que ces objectifs-là soient atteints. Lorsque la loi de transition énergétique est sortie en 2015, les accords de Paris dans la foulée, 178, je me souviens, sur mon pays, ont signé des engagements de réduction de gaz à effet de serre. Okay, et du coup, et ça venait dans la continuité de la conférence de Copenhague en 2009, où l'ONU, prévoyant que les choses allaient se passer comme ça, ils ont créé ce qu'on appelle l'écosystème de la finance verte. Il y a des dizaines, des centaines de fonds d'investissement liés purement au changement climatique et ainsi de suite. Et il suffit que vous ayez un projet... Il n'y a pas beaucoup de publicité de ça par ici. Hein. Ah, moi, je ne sais pas. Bon, c'est un peu normal. Moi, je vous dis ce qui se passe. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous le dis, hein, parce que j'ai fait la démarche, okay, dès lors que vous avez un projet qui tient la route et que vous avez déterminé combien de gaz à effet de serre vous allez pouvoir réduire, il y a un exemple tout simple, celui de la Dominique à côté, avec Portsmouth Marsh Foundation, une ONG avec laquelle on travaille, et Adenauer Douglas, qui est géothermicien électricien. Dès lors que vous avez fait votre plan, vous avez décrit votre programme d'action, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, vous avez droit à ces fonds. Et donc... Des fonds qui pourraient représenter combien? Donc on peut parler de... Alors, les dernières informations que j'avais eues, à partir de 2020, grâce à ces fonds, plus de 100 milliards de dollars de flux financiers circulent pour permettre de faire en sorte que les pays qui ont signé leurs engagements puissent disposer des fonds leur permettant de mettre en place des solutions. Parce que vous savez qu'il y a pas mal de pays... 100 milliards. Et régulièrement, ce sera fait. Sans compter d'autres dispositifs. Parce que les investisseurs internationaux, ils sont à l'affût de tout ce qui peut rapporter de l'argent dans les conditions les plus intéressantes possibles et le plus haut possible. Donc l'Europe, c'est un verre d'eau en termes de financement. C'est d'autant plus important qu'il y a deux sites, d'une façon générale, un site dans l'Hexagone et un site en Guadeloupe. Donc, il n'y en a pas trois. Il y a deux sites de géothermie. On est d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes en première ligne. Parce que quand on parle d'une production énergétique non polluante et plus respectueuse de l'environnement, on parle de géothermie, il n'y a que deux sites, dont le nôtre. Et il faut savoir que le nôtre était le premier. Voilà. Parce que ensuite, Sous la forêt est venu dans un deuxième temps, qui est dirigé par un de mes potes qui s'appelle Jean-Jacques Graff, okay, qui est président de l'Association française des professionnels de la géothermie. Et nous, on a la chance, parce qu'en fait, il y a trois formes de géothermie: basse énergie, moyenne énergie et haute enthalpie, haute chaleur, haute température, etc. Et nous, on est dans laquelle? On est dans la haute enthalpie. Évidemment. De par ailleurs. Mais comment dirais-je, on saurait faire le reste aussi, c'est pas un problème. Mais on est dans la haute enthalpie. Et la haute enthalpie, seul endroit en France où il y avait pendant des années, c'était géothermie bouillante. Ensuite, pour 1,5 MW, Sous la forêt est arrivé par ailleurs. Donc voilà. Et tout ça pour dire que c'est du fait de ces éléments-là, plus donc le contexte international fait qu'on est capable aujourd'hui de lever des milliards et des milliards dès lors qu'on a un projet qui tient la route, qui respecte, qui rentre dans cette dynamique par rapport à l'ONU, pour aller le faire et aller chercher les fonds sur les marchés financiers. On n'a plus besoin d'aller en France ou en Europe, etc. Vous avez un projet qui tient la route, vous arrivez à faire ce qu'il faut, vous émettez ce qu'il faut, et sur les fonds et sur les marchés internationaux, vous récupérez les fonds qui vont bien pour le CAPEX. Bon, dernière petite question, parce qu'on va devoir faire une autre émission la semaine prochaine. Je voudrais rajouter juste une chose rapidement, c'est-à-dire que pour le moment, on a un site de bouillante, mais on pourrait avoir d'autres sites. Mais juste, en fait, parce que le potentiel, il est... Moi, je veux savoir si on peut alimenter toute la Guadeloupe. Au-delà. On peut même alimenter plus que la Guadeloupe. Plus que la Guadeloupe. On va clore le débat pour aujourd'hui. En tout cas, on le poursuit la semaine prochaine. On poursuit la semaine prochaine. On avait un rendez-vous qui était calé de toute façon d'ici 2 semaines. Voilà. Donc si tu es d'accord, on met ça la semaine prochaine et on continuera tant que c'est nécessaire pour bien comprendre. Il ne faut pas que les gens hésitent à poser des questions, même sur le... Non, mais c'est plutôt sur la faisabilité. Là, je pense que... La semaine prochaine, on interviendra sur des domaines bien précis, parce que le potentiel, il est énorme, pas simplement en termes industriels, mais en termes de compétences
c'est-à-dire en termes de Il formation. y aura des de formations, potentiel. mais forcément, il y aura des Totalement. débouchés, puisqu'il faudra s'occuper de l'usine. Potentiel aussi Ah ben, d'investissement. ça, c'est sûr. D'investissement aussi, parce Mais qu'on pourrait d'investissement devenir... guadeloupéen. Mais Enfin, aussi dans la Caraïbe, parce qu'on pourrait devenir référent sur une maîtrise technologique Juste un petit mot à ce rapidement. niveau-là, puisqu'il ne faut pas oublier que monsieur a déposé Et des brevets. on fait les liens qui vont bien avec un autre sujet extrêmement important. Nous serions les premiers, voire les seconds au monde à utiliser l'électricité provenant de la géothermie pour faire l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène. On a du savoir, on a de Et la là- science, on a les hommes, mais je Et pense là, qu'on ne c'est- les utilise c'est- pas à bon C'est escient. un intérêt majeur pour Dubaï, Dubaï, gros Voilà. consommateur d'électricité. vous Donc, allez nous expliquer tout ça la semaine prochaine. Je Pas pense de que problème. les Guadeloupéens déjà auront Ça, 7 jours pour bien méditer sur comment acquérir déjà cette centrale, Sans problème. financièrement préparer vos porte-monnaies, parce que si c'est vraiment possible, je pense que c'est un peu l'affaire du siècle. C'est déjà en C'est cours. l'affaire du siècle. Merci en tout cas messieurs pour cette Évidemment. formidable annonce ce soir. On se retrouve la semaine prochaine La pour semaine poursuivre prochaine. ce débat Totalement. sur la géothermie et sur l'hydrogène, puisqu'il y a une extension visiblement. En tout cas, Ce qu'on appelle ça va y aller en la, Guadeloupe. hein. la création de richesse. Excellent. Donc la Merci encore. seule chose qu'on dira, c'est que tout le monde soit optimiste, parce que l'avenir nous sourit. Merci messieurs. Voilà. Une excellente soirée à vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie dédié à l'énergie locale, guadeloupéenne, n'est-ce pas, qui peut nous revenir. Franchement, c'est un beau projet. À la semaine prochaine. Merci.